Alors, dans cet exercice 1 du TD3, donc on considère en fait la réaction dont on a étudié la cinétique juste à l'exercice 6, vous n'avez pas remarqué. Donc à l'exercice 6, on a étudié la cinétique et on avait vu, en faisant les différentes régressions linéaires, que la vitesse s'écrivait k fois c'est au moins au carré. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'exercice 6 du TD précédent. On va raisonner par l'absurde. Si c'est un acte élémentaire, dans ce cas-là, on aurait que la vitesse s'écrit k fois la concentration, puissance, le coefficient stoichiométrique. Parce que ce qu'on a vu pour les actes élémentaires, les ordres partiels sont les coefficients stoichiométriques. Donc ce serait 3. Or, on a trouvé 2. Donc, ce n'est pas un acte élémentaire. C'est donc l'hypothèse est fausse. Donc, ce n'est pas un acte élémentaire. Ça pour tout le monde pour le raisonnement par l'absurde? Maintenant, on vous donne un mécanisme en 2 étapes et on vous demande de trouver quelle est l'étape cinétiquement déterminante. Je vous rappelle, c'est l'analogie du robinet. C'est l'étape qui a la vitesse la plus faible qui va l'imposer à tout le monde. D'accord? Soit le robinet n'est pas assez ouvert, donc c'est lui qui va imposer, soit c'est le goulot de sortie qui est trop faible, et donc c'est lui qui va imposer le débit. Donc ici, c'est l'étape 1 ou l'étape 2 qui est plus lente. On dit que la constante de vitesse de l'étape 1 est beaucoup plus petite que la constante de vitesse de l'étape 2. Donc le CD, c'est la première étape. Donc on en déduit d'après ce qu'on a vu dans le cours. Donc la vitesse de réaction, elle s'exprime par définition moins 1/3 de la dérivée de celle au moins par rapport au temps. OK? Mais d'après le CD, cette variation de concentration n'est due qu'à l'étape 1, qu'à l'étape la plus lente. OK? Comme on a un coefficient stoichiométrique de 2, on se retrouve avec un moins 2 fois la vitesse de l'étape 1. Donc on se retrouve avec un 2/3 de V1. Or, V1, vu que là, c'est un acte élémentaire, ça me fait donc 2/3 de K1 fois celle au moins au carré. Puisque là, du coup, le coefficient stoichiométrique de l'acte élémentaire, et donc on obtient bien la loi expérimentale. Et donc K, c'est 2/3 de K1. Est-ce que tout le monde a pu du coup suivre le raisonnement? C'est bon? Le CD, c'est vraiment le plus simple dans l'étude des mécanismes. On se trouve avec une seule étape. Bon, le petit piège, c'est le coefficient stoichiométrique, mais c'est tout. Il ne faut pas s'en mêler quand on divise et quand on multiplie. Voilà. La vitesse, c'est 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la dérivée. La dérivée, c'est le coefficient stoichiométrique fois la vitesse. Alors du coup, pour cet exercice 2, on s'intéresse à la décomposition de l'ozone spontanément en dioxygène. On vous donne à la fois l'équation bilan et le mécanisme proposé. Donc le mécanisme proposé, du coup, c'est l'oxygène plus M. Je vous rappelle que M, c'est le partenaire de choc. Ça permet du coup de dissocier la molécule. Donc on forme du dioxygène plus de l'oxygène
atomique. Et l'oxygène atomique va venir réagir avec un autre équivalent d'ozone pour former 2 fois du dioxygène. Donc c'est un mécanisme du coup qui est en 2 étapes, dont une est réversible. Oui. C'est-à-dire que ici, il a récupéré de l'énergie. D'accord? Parce que quand on dissocie une molécule, forcément, on libère de l'énergie. Ici, donc la première étape, je vous rappelle avant d'appliquer l'EQS, c'est de définir la vitesse de réaction. Ici, on vous dit que c'est la vitesse de décomposition de l'ozone. Donc ici, ça va être du coup moins 1,5. De D2O3 sur dt, parce qu'on parle de vitesse de décomposition de l'ozone. Donc moins 1,5, puisqu'ici il y a un 2, et c'est un réactif, donc c'est bien moins 1,5. Maintenant, il faut ensuite exprimer ça en fonction des vitesses des différents actes élémentaires, et essayer un peu de voir si on en a beaucoup de simplifier. Alors, l'ozone apparaît dans 1, dans moins 1 et dans 2. D'accord? Ça disparaît une fois dans 1. Donc ici, ça va me faire du coup moins 1,5 de moins V1. Le moins, il vient du fait qu'ici, on disparaît une fois dans l'étape 1. L'ozone, il est créé par l'étape moins 1. Donc ça va me faire plus V-1. Et l'ozone est consommé une fois par l'étape 2, donc moins V2. Bon là c'est un peu chiant parce que du coup on a 3 vitesses. Donc on va essayer du coup de simplifier cette expression pour n'avoir plus qu'une seule vitesse, grâce à l'EQS. Donc ici, il faut repérer quels sont les intermédiaires réactionnels. L'intermédiaire réactionnel, c'est l'oxygène atomique. Puisque l'oxygène atomique n'apparaît pas dans l'équation bilan, ce n'est pas un catalyseur, ce n'est pas initialement dans le milieu. Ça n'apparaît qu'au cours du mécanisme. C'est une espèce qui est très réactive, parce que n'oubliez pas, on ne peut pas appliquer l'EQS à tous les intermédiaires réactionnels, on peut les appliquer qu'aux intermédiaires réactionnels qui sont très réactifs, donc qui ne s'accumulent pas dans le milieu. Effectivement, un atome tout seul, c'est très réactif et du coup, ça va réagir quasiment instantanément. Donc, l'oxygène est très réactif. On peut lui appliquer l'approximation des états quasi-stationnaires, donc la EQS. Ce qui donne donc, alors, il est formé par 1. Donc ça donne plus V1. Il est consommé par moins 1. Et il est consommé par 2. C'est OK pour tout le monde? La EQS, ça veut dire qu'il est formé aussi rapidement qu'il est consommé, ça ne s'accumule pas dans le milieu. Donc à chaque fois qu'il est formé, donc il est formé que dans l'étape 1, et il est consommé dans moins 1 une fois et dans 2 une fois. Il ne faut pas se tromper parce que si vous vous trompez dans les signes, vous allez trouver là et là la même chose. Donc ça ferait 0. C'est pas possible. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est l'étape la plus importante. Ne pas se tromper, ne pas oublier les coefficients stoichiométriques. Bon, ici c'est tous des 1, donc c'était assez facile. Juste pas se tromper dans le signe plus et les signes moins. Donc ça c'est la EQS. Donc je peux réinjecter là-dedans que V1 c'est V-1 plus V2. Voilà. Ou inversement que V2 c'est V1 moins V-1. Donc si je réinjecte V1 dedans, ça va me donner du coup ici moins 1,5. Donc moins V1, donc moins V-1 plus V2
moins V2. Et ça me donne donc que ça fait, j'oublie mon plus V moins 1, excusez-moi. Les V moins 1 vont simplifier. Il me restera moins 2V2 fois moins 1,5, ça fait V2. Tout le monde a trouvé ça? Or du coup, pour ceux qui n'arrivent pas à appliquer la EQS, votre problème, c'est peut-être qu'ici on a une flèche qui va dans un sens, une flèche qui va dans l'autre sens. Donc vous n'arrivez pas à voir qui est produit, qui est réactif. Donc dans ce cas-là, c'est un mécanisme comme ça dans l'énoncé. Vous pouvez le réécrire avec toutes les flèches dans le même sens. D'accord? Donc ce mécanisme-là, c'est pareil que de marquer qu'on a O3 plus M donne, avec l'étape 1, O2 plus O plus M étoile, et que O2 plus O plus M étoile donne, d'après K-1, O3 plus M, et on a l'étape 3, O3 plus O donne par K2, 2O2. D'accord? J'ai juste réécrit toutes les étapes séparément. Mais c'est la même chose. Hein. OK? Donc ici maintenant, je regarde où est-ce que mon oxygène singulier intervient. Donc il intervient là, là, pas singulier, mon oxygène atomique intervient. Donc il intervient ici, ici et ici. Et après, du coup, je fais le bilan de où est-ce qu'il intervient en apparition, où est-ce qu'il intervient en disparition. Puisque l'AEQS, ça veut dire ne s'accumule pas dans le milieu. Donc tout ce qui est formé est consommé. Okay. État quasi stationnaire, c'est-à-dire que du coup, ça, la concentration reste constante. Donc, où est-ce que ça apparaît? Voilà. Pour l'oxygène singulier. Donc, l'apparition, la disparition. Alors, ça apparaît du coup une fois dans 1. Là, du coup, je vais avoir une fois V1. Ça disparaît une fois dans moins 1. Donc, je vais avoir V de moins 1. Et ça disparaît une fois dans V2, donc plus une fois V2. Et donc, comme je peux l'appliquer à la QS vu que ce n'était très réactif, j'ai ça qui est égal à ça. Ça va mieux? Voilà. Là, il faut juste faire attention aux coefficients stoichiométriques. S'ils valaient tous 1, on fera des exercices où ils ne valent pas tous 1. Voilà. Donc, si vous avez du mal avec les flèches comme ça inversées, mettez tout en ligne. Ça peut vous aider. Maintenant, donc, ce qu'on sait, c'est que, on a démontré tout à l'heure, que V, c'est V2. Donc là, maintenant, vient l'étape de l'AQS où il faut développer, grâce à la loi de Van 't Hoff, appliquer un acte élémentaire. Donc V2, c'est K2, O3, O. Donc, concentration en ozone, concentration en oxygène atomique. Le problème, c'est qu'ici, l'oxygène atomique, c'est un intermédiaire réactionnel, dont on ne connaît pas sa concentration. Ce dont on connaît la concentration, c'est les réactifs et les produits. Les intermédiaires réactionnels, on ne les connaît pas. Donc, il faut exprimer cette concentration, et pour ça, du coup, on va appliquer la EQS. Or, du coup, on sait que V1, c'est V-1 plus V2. Par conséquent, K1 fois la concentration en ozone fois la concentration en partenaire de choc est égal à K-1 fois la concentration en dioxygène fois la concentration en oxygène atomique fois la concentration en partenaire de choc excité plus K2 fois la concentration en ozone fois la concentration en oxygène atomique. Donc par conséquent, ma concentration dont je cherchais à me débarrasser, l'oxygène atomique, c'est K1, concentration en ozone,
concentration en partenaire de choc sur K-1 dioxygène, partenaire de choc excité, plus K2 fois concentration en ozone. Et donc, il ne me reste plus qu'à injecter cette expression dans l'expression de la vitesse. Et on a fini. Donc au final, la vitesse, qui est égale à K2 fois la concentration en ozone fois la concentration en oxygène atomique, c'est donc K2 fois la concentration en ozone fois K1, concentration en ozone, concentration en partenaire de choc, sur K-1, concentration en dioxygène, concentration en partenaire de choc excité, plus K2 fois la concentration en ozone. Donc ça, c'est l'expression compliquée. Voilà. Et là, dans les leçons, on ne vous donne pas d'hypothèse qui permettrait de simplifier. Mais des fois, du coup, on peut avoir au dénominateur des vitesses qui sont plus ou moins grandes, qui nous permettraient de simplifier. Ici, typiquement, la concentration en partenaire de choc excité, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Donc souvent, certainement, ce terme-là serait négligeable devant celui-là. Et donc, je pourrais simplifier. Voilà. Bon, là, on ne vous dit pas dans l'énoncé, donc on ne le fait pas. Mais certainement, on pourrait simplifier. Donc, du coup, ici, les O3 simplifieraient. Il me resterait juste un K1 O3 fois M. Alors, du coup, dans cet exercice 3, on considère du coup la nitration d'un aromatique. On vous donne le mécanisme et on vous demande tout d'abord d'identifier les différents intermédiaires réactionnels. Donc là, vous prenez vos crayons de couleur, vos surligneurs, vous identifiez du coup les espèces qui apparaissent intermédiairement dans le mécanisme. Donc on a tout d'abord H2NO3+, qui apparaît ici et ici. On prend une autre couleur pour NO2+, qui apparaît ici et ici. Et l'aromatique protoné, on prend une autre couleur, puisqu'il apparaît ici et ici. Tout le reste, c'est soit des réactifs, soit des produits. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on peut appliquer l'AQS. On ne peut pas appliquer l'AQS au premier intermédiaire réactionnel, mais qu'on peut l'appliquer aux autres. Donc là, il faut se demander, est-ce que cet intermédiaire s'accumule ou ne s'accumule pas dans le milieu? S'il s'accumule, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer l'AQS. S'il ne s'accumule pas, on peut lui appliquer l'AQS. Ne pas s'accumuler, ça veut dire qu'il est consommé rapidement, enfin en tout cas facilement, par rapport à sa vitesse de formation. D'accord? Comme ça, dès qu'il est formé, hop, il est consommé. C'est ça que ça veut dire du coup, pour appliquer l'AQS. Dans le cas contraire, s'il est formé rapidement, mais qu'il est consommé difficilement, il va s'accumuler. Parce que du coup, on va le former rapidement, il sera difficilement évacué. Donc là, on va traduire juste. Donc ça, soit vous faites avec les vitesses, soit vous faites avec le diagramme énergétique. C'est comme vous voulez. Donc si on traduit sous forme de diagramme énergétique, les données de l'énoncé, donc l'énergie en fonction de la coordonnée réactionnelle, on dit que la première étape, c'est un prééquilibre rapide. Donc prééquilibre rapide, c'est-à-dire toute petite énergie d'activation. Donc la première étape, c'est un tout petit truc. OK? On dit que la deuxième étape, elle est lente. Donc la deuxième étape, elle est lente, donc elle a une énorme barrière énergétique. Donc l'intermédiaire qu'on cherche là, le rouge, H2NO3, il est juste là.
Donc là, vous voyez bien, il est formé rapidement, mais pour le consommer, il faut une énorme énergie. Donc en gros, il va s'accumuler dans le milieu. Parce qu'il va arriver là, il va essayer, il ne va pas y arriver, il va essayer, il ne va pas y arriver, il va essayer, il ne va pas y arriver, etc., etc. Et donc, il faut vraiment fournir une énorme énergie pour pouvoir le faire. Donc la probabilité du coup est très forte, donc il va s'accumuler dans le milieu. Donc du coup, on ne peut pas lui appliquer l'AQS. Donc il va s'accumuler car il est plus difficilement consommé qu'il n'est formé. Donc lui, on ne va pas pouvoir lui appliquer l'AQS. Il va s'accumuler au fur et à mesure de la réaction. Au contraire, les autres, eux, ils ne vont pas s'accumuler. On vous dit que c'est la 3 qui est plus lente que la 4, c'est ça? Ou c'est le contraire? C'est le contraire, on dit que la 4 est plus rapide que la 3? Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3. On dit que l'étape 4. Voilà. Donc voilà, donc ces deux intermédiaires-là, par contre, eux, vont pas s'accumuler dans le milieu. Une fois qu'on a passé cette barrière-là, on a assez d'énergie pour faire ça, ça, ça. Facilement, sans s'accumuler. Donc eux, les deux autres intermédiaires, donc le vert et l'orange, ne vont pas s'accumuler dans le milieu. Et donc à eux, on va pouvoir leur appliquer l'AEQS. Le vert, il est là. L'orange, il est là. Ça pour tout le monde? Donc si vous n'arrivez pas à voir en lisant les phrases, traduisez ça sous forme de schéma. Ça permet de mieux voir. Imaginez que c'est une montagne russe. Une fois qu'on a réussi à monter cette vague-là, le chariot, il avance tout seul. Donc attention, n'appliquez pas l'AQS à cette espèce-là, on ne peut pas. Donc dans votre tableau d'AQS, pour la question 2, pour l'apparition et pour la disparition, vous ne considérez que les espèces auxquelles on peut appliquer l'AQS. NO2+, et AR, NO2H+. Et donc, vous faites le bilan des étapes où ça apparaît, le bilan des étapes où ça disparaît. Et là, du coup, je vous laisse faire. Alors ici, on vous demande d'exprimer la vitesse en fonction de la vitesse d'apparition du coup d'ici du nitrotoluène. Donc on définit comme donc plus donc 1 sur 1 puisque le coefficient isométrique vaut 1. La dérivée du nitrotoluène, ici, il apparaît que dans 4, donc c'est juste V4. Le problème de V4, c'est que V4, c'est K4 fois l'intermédiaire réactionnel orange. Et donc forcément, je n'ai pas fini puisque je me retrouve avec une expression de vitesse qui fait intervenir l'intermédiaire réactionnel, ce n'est pas ce que je veux. Donc là, il faut du coup en déduire cet intermédiaire réactionnel. Donc pour ça, forcément, il faut lui appliquer soit l'AQS, soit le prééquilibre, soit le CD, ça dépend. Ici, on sait qu'il ne s'accumule pas dans le milieu, ce qu'on a vu à la question précédente, donc on peut lui appliquer l'AQS. Donc il est formé dans 3 et il est consommé dans 4. Donc V3 égale V4. Donc pour se débarrasser du coup de cette concentration-là dont on ne veut pas, soit vous faites V3 égale V4, donc on déduit l'expression de cet intermédiaire-là, soit vous dites directement V3 égale V4, donc là à la place de V4, je mets V3. Ça vous évite une étape de calcul. C'est égal à V3, mais V3 c'est K3 fois concentration en
aromatique. Donc ça me va. Et en NO2+, là, ça ne me va pas puisque NO2+, je ne le connais pas. Donc la question maintenant, c'est comment m'en débarrasser. Je regarde quelle hypothèse je peux lui appliquer. Il ne s'accumule pas dans le milieu, donc je peux lui appliquer la EQS. Donc NO2+, il est formé par 2. Il est consommé par -2. Et il est consommé par 3. À chaque fois, une seule fois. OK. Donc j'ai V2 égale V-2 plus V3. Donc grâce à ça, je peux du coup isoler NO2+. Donc là par contre, il faut développer l'expression. On n'a pas le choix. Parce que dès qu'on a 3 vitesses, on ne peut pas faire mieux. Alors V2, c'est du coup K2 fois l'intermédiaire rouge, qui est égal à V-2. V-2, c'est K-2 NO2 plus H2O. Et plus V3, donc plus K3 ARH NO2 plus. Donc ce que je cherche, c'est lui. Donc j'isole, ça me fait donc que NO2+, c'est égal à K2 fois l'intermédiaire réactionnel rouge sur K-2 H2O plus K3 ARH. Donc là, d'après mon jeu de couleurs, je n'ai pas fini, puisqu'il me reste une molécule qui a un intermédiaire réactionnel. C'est pour ça que je vous conseille de mettre en couleur tous les intermédiaires réactionnels. Comme ça, vous voyez dans votre, au fur et à mesure, si vous reste de la couleur, c'est que vous n'avez pas fini. Si vous n'avez plus de couleur, c'est que vous avez fini. Là, malheureusement, il reste encore un intermédiaire réactionnel, donc ce n'est pas terminé. Donc maintenant, il faut toujours s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, est-ce que je peux lui appliquer le QS? Non. Par contre, je peux lui appliquer l'hypothèse du prééquilibre. Parce que forcément, il s'accumule dans le milieu, donc ça fait une réaction qui est équilibrée. Donc la QS, du coup, j'en ai plus besoin, je peux l'effacer. Hypothèse du prééquilibre. J'ai donc que la constante d'équilibre en concentration, c'est NO3- fois, d'après la relation de Guttberger-Varage, donc sur HNO3, et on n'oublie pas le carré, puisque dans le quotient réactionnel, ça intervient 2 fois, dans la réaction ça intervient 2 fois, donc il y a un carré dans le quotient réactionnel. Je remets mes petites couleurs, j'ai qu'un seul intermédiaire réactionnel, c'est lui que je vais venir isoler. Donc au final, l'intermédiaire réactionnel c'est K1 HNO3 au carré sur NO3-. Hop, et donc lui, je peux réinjecter là-dedans et j'obtiens l'expression qu'on me demande. Dans l'énoncé. Donc mon conseil, faites ça par ordre, mettez des couleurs. Des couleurs différentes que vous savez trancher. Et vous faites progressivement.
jusqu'à ne plus avoir de couleur. Et vous avez fini. Alors du coup, dans cet exercice 4, tout d'abord, on cherchait du coup à déterminer et à montrer que les ordres partiels sont bien égaux à 1. Donc dans ce cas-là, on fait l'hypothèse que du coup les ordres partiels alpha et bêta sont égaux à 1. Dans ce cas-là, la vitesse qui s'écrit K fois la concentration du coup en ion cobalt 3+, puissance alpha, fois la concentration en ion fer, puissance bêta. Dans ce cas-là, sur notre hypothèse, on se retrouve avec la constante de vitesse fois la concentration en cobalt 3+, fois la concentration en fer 2+. Donc ça, c'est l'hypothèse. Ensuite, on vient regarder, est-ce qu'on a plutôt l'hypothèse de la dégénérescence de l'ordre, soit l'hypothèse des proportions stoichiométriques. Donc ici, on est dans la proportion stoichiométrique. Donc on a, quel que soit l'instant t, le fait que la concentration en cobalt divisée par son coefficient stoichiométrique est égale à la concentration en fer divisée par le coefficient stoichiométrique. Donc je peux réinjecter ici et remplacer le cobalt par fer de plus et j'obtiens tout simplement que la vitesse, c'est la concentration en fer de plus au carré. Donc si l'hypothèse est vérifiée, dans ce cas-là, d'après ce qu'on a vu dans le cours, il faut du coup tracer 1 sur la concentration en fonction du temps. Dans ce cas-là, ici, on trouve un R carré de 0,99999. Donc, l'hypothèse est bien vérifiée. Donc, on a bien un ordre global qui vaut 2. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il faut regarder, du coup, la constante. Je vous rappelle que la pente, ça correspond du coup à la constante de vitesse. Bon, moyennant le coefficient stoichiométrique, mais si le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc c'est directement plus la constante de vitesse. Donc ici, la constante de vitesse, du coup, elle vaut 80,2. Attention à l'unité, ici on a un ordre 2, donc c'est des mol moins 1, litres seconde moins 1. Question 2, on a fait la même expérience mais à différents pH. Donc déjà, on voit que cette constante, elle est du même ordre de grandeur que ce qui est donné dans le reste des exercices. Donc on se dit qu'on ne s'est pas trompé déjà ici. Pensez-y, hein. Souvent ça doit être du même ordre de grandeur que ce qui est donné dans les questions suivantes, puisque c'est la même réaction. Et donc là, on vous dit de vérifier que la constante de vitesse K, elle est de la forme, donc on vous dit A1 plus A2 sur H+. Donc si je veux faire une régression linéaire de la forme Y égale AX plus B, dans ce cas-là, Y, ça correspond à K, X, c'est ce qui varie. Ici, ce qui varie, du coup, c'est, ça je peux réécrire comme A2 fois 1 sur H+. Ce qui va varier, c'est H+, donc le X, ça va être 1 sur H+. Le A, ça va être A2, et donc le B, ça va être 1. Donc là, il faut juste faire du coup la régression linéaire. Y, donc excusez-moi, K, en fonction de 1 sur la concentration en H+. Donc si je fais cette régression linéaire là, je trouve un R carré de 0,9974. Donc la régression est bien vérifiée. Et je trouve du coup un A qui vaut 47,7. Donc A, ça correspond du coup ici à A2. Alors du coup ici, le A2, si je regarde, ça fait du là, des secondes moins 1 directement. Tandis que A1, ça correspond du coup à l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine de ma régression linéaire, ici ça fait 17,5. Alors l'unité, du coup, ce sont des mol moins 1, litres, seconde moins 1.
On vous donne ensuite un mécanisme. Il faut vérifier qu'on obtient bien la loi expérimentale. Donc là, on revient dans le chapitre actuel. Tout ça, c'est du chapitre 2. Hein. Donc, dans le chapitre actuel, du coup, je viens chercher, dans l'énoncé, on vous demande la vitesse d'apparition de fer 3+. Donc, la vitesse d'apparition de fer 3+, je viens regarder dans quelles étapes apparaît l'ion fer 3+. Apparaît dans l'étape 0 et apparaît dans l'étape numéro 2. Donc, je viens remplacer. Ce qui fait donc, dans l'étape 0, si je regarde, donc cobalt 3+, fer 2+, et dans l'étape 2, COH2+, Fe2+. Donc, avoir du cobalt 3+, excusez-moi. Donc, avoir du cobalt 3+, et avoir du fer 2+, ça me va. COH 2 fois, ça ne me convient pas puisque COH 2+, eh bien, c'est un intermédiaire réactionnel. Et on ne peut pas avoir d'intermédiaire réactionnel au sein de l'expression de la loi de vitesse. Donc, il faut le faire disparaître. Et donc, je vais regarder quelle hypothèse je peux lui faire. Est-ce que je peux faire la EQS ou au contraire, est-ce qu'il s'accumule dans le milieu? Et dans ce cas-là, j'ai un prééquilibre qui s'installe. Ici, si je regarde, COH2+, il intervient dans le prééquilibre. Donc, j'ai plutôt utilisé le prééquilibre. Donc, d'après la relation de Gutberger et Vahagé, j'obtiens que la constante d'équilibre, c'est donc la concentration en NH+, la concentration en COH2+, sur la concentration en CO3+, fois l'activité de l'eau qui vaut 1. Hein. Faut pas se tromper, hein, l'activité de l'eau, ça vaut bien 1. Et donc, pour que ce soit homogène, ici, il faut du coup multiplier par la concentration standard qui vaut 1 mol par litre, qui permet du coup d'avoir une homogénéité et d'avoir une constante d'équilibre qui n'a pas d'unité. Donc, au final, la concentration qui m'embêtait tout à l'heure, ça fait la constante d'équilibre fois la concentration en cobalt 3+, divisé par H+, et multiplié par la concentration standard. Donc au final, je réinjecte là-dedans et j'obtiens tout simplement que la vitesse d'apparition, c'est donc K0, concentration en cobalt 3+, concentration en fer 2+, plus K2, K1 équilibre, j'ai oublié mon C standard là, CO3+, sur H+, et fer 2+, donc je peux mettre la concentration en cobalt 3+, la concentration en fer 2+, en facteur, et donc j'obtiens donc qu'on a bien que la vitesse d'apparition, elle s'écrit bien comme une constante plus une autre constante fois 1 sur H+, facteur de concentration en cobalt 3+, concentration en fer 2+. Et donc là, je retrouve bien ma constante de vitesse qui est bien de la forme A1 plus A2 sur H+. Donc avec du coup, si j'identifie A1, c'est K0. Donc A1, c'était 17,5 mol moins 1 litre seconde moins 1. Tandis que A2, c'est du coup K2
K1, c'est standard. Donc ce que je cherche, moi, c'est K2. Donc c'est l'ordonnée dans la pente de tout à l'heure divisé par la constante d'équilibre fois la constante standard. Je vous rappelle que ça, c'est 1 mol par litre. Et donc, si je fais l'application numérique, ça me fait du 8,8 10 puissance 3. Et pareil, je suis en mol moins 1 litre seconde moins 1. Voilà, ça conclut cet exercice. Alors du coup, pour cet exercice 5, donc vous demandez tout d'abord de voir si le mécanisme est un mécanisme par stade ou un mécanisme en chaîne. Donc pour ça, du coup, il faut regarder les intermédiaires réactionnels et voir s'ils sont régénérés ou pas. On prend son crayon de couleur et on vient souligner les intermédiaires réactionnels. Donc on a celle point, ici, ici, ici et ici. Et on a l'autre intermédiaire réactionnel qui est du coup CH3 radicalaire, ici, et c'est tout. Donc la question c'est est-ce qu'ils sont consommés puis régénérés? Oui, effectivement, le radical Cl est bien produit, consommé puis régénéré. Donc il s'agit bien du coup d'un mécanisme en chaîne. Car le radical est régénéré. Donc quel est le rôle du partenaire de choc? Donc le partenaire de choc ici, il va permettre de dissocier la molécule. Donc pour dissocier la molécule, du coup dans l'étape 1, il faut fournir de l'énergie ou il faut en recevoir? Si on veut casser une molécule, il faut fournir de l'énergie, la molécule ne se casse pas comme ça. Voilà. Donc, M, du coup, il fournit l'énergie dans l'étape 1. Donc, c'est un partenaire de choc. Et dans l'étape 4, au contraire, c'est deux atomes qui viennent se combiner. Donc, vu que c'est la réaction inverse, du coup, ça libère de l'énergie. Donc, M, du coup, il reçoit de l'énergie dans l'étape 4. Donc, il en perd dans la 1, mais il en regagne dans la 4. Exactement la même chose, c'est la même chose qui est dissociée ou formée en 1 et 4. Donc, il n'y a pas de perte énergétique. Représenter le mécanisme sous forme de cycle. Donc là, du coup, il faut faire intervenir à l'intérieur du cycle les espèces qui sont régénérées. Donc ici, donc, du coup, Cl point, le radical chlore, il va être du coup au cœur du cycle. Ce radical chlore, il va permettre de former l'autre intermédiaire réactionnel qui est CH3 radicalaire. Et CH3 radicalaire, il va pouvoir régénérer le Cl point. OK? Donc comment est-ce qu'il fait ça d'après le mécanisme? Déjà du coup Cl point, il est fourni par Cl2. Donc là, on a du coup un demi de Cl2 qui donne le radical Cl. Cl pour former le radical CH3, il consomme CH4. Donc ici, je viens faire arriver CH4 dans mon cycle et je produis HCl. Donc sort de mon cycle HCl. CH3 radicalaire, pour reformer le radical Cl, il consomme Cl2. Donc arrive dans le mécanisme du coup Cl2 et repart CH3Cl. Voilà.
Ensuite, dans la petite 2, on vous demande d'appliquer l'AEQS. Et c'est là où les choses commencent un peu à se compliquer. Donc, appliquer l'AEQS, donc il faut déjà mettre dans chacune des couleurs les intermédiaires réactionnels. Et du coup, on va voir à quels intermédiaires réactionnels on peut appliquer l'AEQS. Donc, on peut l'appliquer à Cl radicalaire et CH3 radicalaire, parce qu'on a vu dans le cours que les espèces radicalaires sont des espèces qui sont réactives. Donc, elles ne vont pas venir s'accumuler dans le milieu. Donc, Cl radicalaire et CH3 radicalaire sont réactives. Elles ne vont pas s'accumuler dans le milieu. Donc, si j'applique l'AEQS du coup au radical Cl, il faut que je fasse le bilan de où c'est formé, où c'est consommé. Donc, c'est formé dans quelle étape? C'est formé 2 fois dans l'étape 1, donc 2 fois V1. Et c'est formé une fois dans la 3, donc plus V3. Et c'est consommé dans V2 une fois et 2 fois dans 4. Ça va pour tout le monde? On fait pareil pour CH3. Alors, CH3, il est formé une fois dans 2 et il est consommé une fois dans 3. Donc là, c'est plus simple. Ensuite, on va venir simplifier les équations et voir si en faisant des combinaisons linéaires, on peut simplifier un peu l'équation parce que celle-ci est quand même assez compliquée. Mais comme V2 égale V3, je vais pouvoir simplifier V2 et V3 de chaque côté. Et donc, j'obtiens directement ici 2V1 égale 2V4, donc V1 égale V4. Donc, on a du coup V1 qui est égal également du coup à V4. Donc, j'ai 2 équations beaucoup plus faciles. V2 égale V3, V1 égale V4. Souvent, on arrive à se débrouiller pour avoir 2 voire 3 vitesses, mais jamais 4. Hein. C'est que vous n'avez pas fait les bonnes combinaisons linéaires. 4, c'est vraiment hyper compliqué. Donc on arrive toujours à se débrouiller pour en avoir 2 ou 3 au grand maximum. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc bien entendu, il ne fallait pas oublier les coefficients stoichiométriques ici, hein, quand on écrit l'AEQS. Et maintenant, on va venir chercher la vitesse et on cherche la vitesse de formation de CH3Cl. Alors, en général, les mécanismes en chaîne sont beaucoup plus calculatoires que les mécanismes par stade, hein, c'est comme ça. Alors, la vitesse d'apparition de CH3Cl. CH3Cl, on l'attaque dans une seule étape, donc c'est juste V3. Donc, c'est-à-dire que c'est K3 fois la concentration en radical méthyle fois la concentration en Cl2. Donc, me manque la concentration en radical méthyle. Donc, je vais regarder son équation d'AQS, voir si ça me permet du coup un peu de simplifier tout. Son équation d'AQS, c'est V2 égale V3. Donc, j'écris V2 égale V3, c'est-à-dire K2 radical Cl CH4 est égal à K3 radical CH point, radical CH3, excusez-moi, fois Cl2. Chaque petite couleur. Alors, Cl point et CH3. Manque de bol, quoi que je fasse, il me reste un intermédiaire réactionnel. D'accord? Puisque là, je suis passé de CH3 à Cl. Donc, il me faudrait connaître Cl. Cl, ben, je vais voir la EQS. Donc, on a dit que c'était V1 égale V4. Donc, K1
concentration en CL2, concentration en partenaire de choc, qui est égale à K4. Et attention, concentration en Cl point au carré fois le partenaire de choc. Et il ne faut pas oublier le carré. Je rappelle que dans le cas d'un acte élémentaire, l'ordre partiel est égal au coefficient stoichiométrique. Donc là, il ne faut pas oublier le carré. Donc grâce à celle-ci, je peux en déduire la concentration en Cl et donc réinjecter pour obtenir la vitesse. Tout simplement. Donc ça donne quoi? Donc grâce à ça, je sais du coup que Cl radical R, c'est donc racine carrée de K1 sur K4 Cl2, une racine carrée, je vous rappelle que c'est une puissance 1/2. Hop. Mais donc ça égale ça égale ça. Donc au final, la vitesse d'apparition, c'est donc K2 concentration radicale Cl, concentration CH4. Et donc ça me fait du K2 racine de K1 sur K4. Cl2 puissance 1/2 et CH4. Et donc là j'ai fini, j'ai plus aucune espèce surlignée, soulignée. Donc du coup c'est que j'ai plus d'intermédiaire réactionnel et donc je suis bon. Et comme j'ai dit dans le cours, ce n'est pas rare d'obtenir des demi ou des 3,5 ou des 5,5 dans le cas des réactions qui sont du coup en chaîne. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Vous se réfère? C'est très systématique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une racine carrée, c'est une puissance 1/2. Et c'est tout. Donc là, on était sous voie thermique avec un partenaire de choc. Donc sous voie photochimique, d'après ce qu'on a vu dans le cours, quelle est la différence? Donc sous voie photochimique, on n'a pas besoin de partenaire de choc, puisque c'est directement le rayonnement ultraviolet qui va venir fournir de l'énergie. Donc la différence, c'est que du coup, il n'y aura pas de partenaire de choc dans l'étape 1. Et que donc du coup ici, la constante de vitesse K1 elle dépendra de l'intensité d'énergie lumineuse que je fournis. Plus j'en fournirai, plus ça ira vite. Forcément, puisque le rayonnement ultraviolet, il faut qu'il ait la bonne longueur d'onde, mais l'énergie, plus j'en fournirai, plus je vais fournir du coup, plus je vais former de sel point. Donc plus la réaction ira vite. Et donc K1 dépend du coup de l'intensité lumineuse fournie. Attention, je parle bien de l'intensité en candéla, pas de la longueur d'onde. C'est pas la même chose. La longueur d'onde, elle, il faut qu'elle corresponde exactement à l'énergie. Puisque ce qu'on avait vu du coup dans le cas du S1, c'est qu'il fallait, vu que l'énergie est quantifiée, il fallait fournir du coup l'énergie pour pouvoir casser la liaison. Donc du coup, il faut
une longueur d'onde qui soit inférieure à une certaine longueur d'onde pour pouvoir casser la liaison. Et donc, il faut que Hs sur lambda soit égal à l'énergie de liaison CLCL. Je ne sais pas si vous vous rappelez la notation, mais c'est grand D pour l'énergie de liaison. On a vu ça dans le poly du S1. Donc lambda, c'est juste Hc sur l'énergie. Ça, je ne sais pas combien on a fait ça au S1, mais on l'a fait beaucoup de fois. Il reste à faire l'application numérique. Est-ce que c'est des électronvolts? Non, c'est donné en kilojoules par mol. Ça, on ne vous fait pas faire la conversion, mais on pourrait vous faire la conversion d'électronvolts en kilojoules par mol. Ça, vous savez faire. Alors, H, 663, 10 puissance moins 34, C, 3, 10 puissance 8, divisé par 243 kJ, donc 10 puissance 3. Et donc ça, il faut multiplier par le nombre d'Avogadro, puisqu'on est par mol. Hein. Donc 6,02, 10 puissance 23. Et ça me fait du 492 nanomètres. Donc il faut un rayonnement qui soit inférieur à 492, donc les UV ça marche. Il faut rappeler les UV c'est tout ce qui est inférieur à 400. Hein. Donc les UV du coup ça marche. Ça c'est la longueur de limite, hein. Mais tout ce qui est en dessous, l'énergie sera plus grande, donc ça défoncera la molécule. Alors du coup pour cet exercice 6, la première question c'est de savoir est-ce qu'il y a bien 3 actes élémentaires. Donc il y a bien un acte, 2 actes, 3 actes. Donc il y a bien 3 actes élémentaires. Donc ça c'est OK. Est-ce que A est bien un intermédiaire réactionnel? Donc un intermédiaire réactionnel, c'est une espèce qu'on voit intermédiairement. Ici A, c'est un maxima. Donc ce n'est pas une espèce qu'on peut isoler, ce n'est pas un minima. Donc ça c'est faux. Est-ce que Y est un intermédiaire réactionnel? Oui, c'est une espèce transitoire. Hein. Hop, est-ce que C est un état de transition? Donc l'état de transition, je vous rappelle, c'est le maxima de la courbe hein, qui permet de passer d'un intermédiaire réactionnel à un autre. Effectivement, C, c'est bien un état de transition. Au passage, hein, je vous rappelle, l'état de transition, c'est avec une double obèle. Ok, c'est pas indifférent, la barre elle est verticale. L'étape 2 est l'étape cinétiquement déterminante. Donc là, toujours pareil, vous imaginez votre petit chat sur son chariot et vous regardez, du coup, hop, il passe ici et là, il aura du mal, hein, hop, il va retomber, il va réessayer, il va retomber, il va essayer, il va retomber. Et donc, c'est effectivement cette étape-là qui sera cinétiquement déterminante, qui sera la plus dure à faire. Est-ce qu'on peut appliquer la QS à X? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas s'accumuler dans le milieu? Ben là, c'est le contraire. Parce que du coup, hop, mon chat, il monte là, hop, il essaye de descendre, il retombe. Il descend, il retombe. Donc, il va vraiment s'accumuler et passer beaucoup de temps en X. Donc non, on ne peut pas l'appliquer à la QS. On peut l'appliquer, par contre, à Y. Parce qu'une fois qu'il a réussi à passer la pente, hop, il va glisser et choup, il va passer automatiquement. OK. Donc, ici c'est non. Mais à Y qui ne s'accumule pas dans le milieu. Et donc ça conclut cet exercice.